Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Comme promis, cette semaine, nous allons faire le bilan des 4 derniers épisodes. Gérer son temps en tant que leader. Un vrai challenge pour beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous. Comment faire ? Est-ce qu'il y a des recettes, des méthodes ? La réponse est oui, mais pas que. Ça peut pas être qu'une question de méthode. Et ça, je m'en suis aperçu relativement rapidement. Je dirais au bout d'une année et demie de cours, puisque je donne des formations en ce qu'on appelle la gestion personnelle, ou l'organisation, ou l'autogestion. Et je me suis aperçu que les outils sont simples. Honnêtement, il n'y a pas de choses hyper compliquées à mettre en place. C'est des outils simples, c'est des concepts même qui sont assez simples, mais pour une raison que j'arrivais pas à comprendre, les participants, les participantes avaient de la peine à appliquer. Souvent, puisque dans notre pédagogie, on a une journée de formation, mais on a des répétitions par la suite, on a d'autres formes de formation, et souvent les gens me disaient j'ai pas eu le temps, ce qui pour une formation en gestion personnelle est quand même assez ironique. Et donc il y a quelque chose qui me dérangeait, je savais pas trop ce que c'était, et je crois ces dernières années, grâce aux gens avec qui j'ai pu en parler, aux participants, participantes qui m'ont challengé sur les outils, sur les méthodes, et puis sur ce que j'ai pu lire aussi, je crois que j'ai trouvé une partie de la réponse. Et l'article duquel je vous parle maintenant depuis 4 épisodes, à mon avis, encapsule, résume assez bien la difficulté essentielle de gérer son temps en tant que leader. Donc ce bilan, c'est le bilan des 4 derniers épisodes, le 136 sur la productivité durable, 137 sur l'identification et la réduction de la fameuse charge de travail fantôme, le 138 sur comment gérer son temps efficacement mais dans 4 domaines de leadership, et puis enfin l'épisode 139 qui nous donne quelque part le blueprint pour amener ces changements de manière permanente dans nos habitudes et notre manière de travailler. Alors, petit rappel, productivité durable, qu'est-ce que c'est ? C'est faire les bonnes choses, bien, en temps voulu. Donc, on voit qu'on parle de vision, on parle de compétences, on parle de priorisation de planification, des choses auxquelles on reviendra, et préserver et restaurer les relations. Étonnamment, productivité durable, relations, on a vu le lien qu'il y a entre la restauration des relations et la productivité durable dans l'épisode 136. La charge de travail fantôme, je l'ai encore vu à l'œuvre il n'y a pas si longtemps que ça, j'en ai parlé à quelqu'un que je coachais. Qu'est-ce que la charge de travail fantôme ? Travail que vous créez ou que nous créons involontairement quand on essaye de pas faire des choses ou quand on essaie de prendre des raccourcis, pas des raccourcis pour être plus malin ou plus smart, mais des raccourcis pour éviter de faire des choses. J'évite de passer devant la boulangerie parce que sinon je m'achète un petit peu en chocolat puis je grossis. Donc c'est plutôt ce genre de raccourci là, d'éviter des tâches essentielles comme se remettre en cause par rapport à sa nourriture ou ses compulsions par rapport à la boulangerie. Éviter des tâches essentielles et difficiles nous génère des tâches derrière, puisque si on les avait fait, alors les tâches n'auraient pas apparu, ne seraient pas apparues. Donc deuxième axe de travail, la charge de travail fantôme à éliminer, évidemment, à identifier, ensuite éliminer. Et puis ensuite, les 4 domaines d'action du leader qui veut gérer son temps, de la leader qui veut gérer son temps, vision personnelle, pensée stratégique, relations, de nouveau intéressant, et puis discipline personnelle. Et donc, vous voyez que alors évidemment, l'article est long, il y a 4 épisodes, 3 épisodes, là, donc productivité durable, charge de travail fantôme et 4 domaines d'action. Et je me suis dit que ça aurait peut-être une valeur pour nous que de discuter un résumé de ces 3 épisodes. Quelque chose de plus court, de plus simple, de plus bref, pour essayer de nous dire, voilà, imaginons que j'ai quelqu'un qui démarre, qui est nouveau ou nouvelle leader, ou qui dit tiens, on va faire un reset, là, ça va pas, je suis pas content de comment ça se passe, je fais un reset. Par quoi je commence ? Dans mon organisation, par quoi est-ce que je commence ? Je vous propose donc, comme résumé de ces 3 épisodes précédents, 7 axes pour gérer son temps en tant que leader. Alors, je sais, 7, c'est un peu beaucoup, mais j'ai pas vraiment réussi à faire moins, parce que je pense que les 7 sont vraiment utiles chacun à leur manière. Vous êtes prêts ? Bon. Axe numéro 1, développer une vision personnelle claire.
développer une vision personnelle claire, parce que c'est ça qui va nous aider par la suite à être beaucoup plus focalisé, à être beaucoup plus clair sur ce qu'on va faire. Sans cette vision personnelle claire, et encore une fois, il n'y a pas besoin d'être, Elon Musk pour faire ça. Vous êtes chef de projet dans une boîte, vous êtes ingénieur civil, vous êtes manutentionnaire dans une entreprise, vous êtes concierge dans un EMS. C'est la même chose. Vous êtes leader parce que vous menez une activité essentielle pour l'entreprise. Et comme Peter Drucker l'a dit il y a déjà au moins 60 ans, toutes les activités des entreprises sont essentielles, parce que sinon vous n'auriez pas ce travail-là. Donc, développer une vision personnelle claire, développer une image précise, et de ce que je veux être dans le poste, et de ce que mon organisation doit être. Comment ça doit fonctionner. Développer une vision personnelle claire. Du coup, maintenant que je sais qui je veux être, je vais prendre mon exemple. Chez Coapta, ça fait 7 ans, au mois de juin, ça fera 7 ans que j'ai l'entreprise, on est maintenant 3, enfin 4, puisqu'on est en train d'accueillir une 4e personne. Je veux être qui comme leader? Je veux être le gars qui fait tout, je veux être le gars qui fait rien, qui délègue tout, je veux être le contrôleur en chef, je veux être le formateur en chef, je veux être quoi, je veux être qui, je veux faire comment. C'est quoi l'idée? Alors, pour être honnête avec vous, ma vision personnelle n'est pas encore complètement claire, mais j'ai déjà, grâce aussi évidemment à la préparation de ces épisodes, j'ai déjà clarifié un certain nombre de choses. J'ai déjà demandé de l'aide aux différentes personnes en fonction de ce que moi j'avais envie de faire dans mon activité professionnelle. Et là où c'est intéressant, c'est que du coup, ça modifie un petit peu la perception qu'ont les gens de moi, évidemment, et puis de ce que va être l'entreprise. Mais bref, donc développer une vision personnelle claire. Du coup, une fois qu'on a ça, développer une stratégie claire. Quelles sont les batailles que je vais mener? Quelles sont les batailles que je vais abandonner? Alors des fois, ça coûte un petit peu, mais c'est extrêmement important, c'est essentiel de faire ça, puisque en tant que leader, je ne peux pas mener toutes les batailles. Alors, et encore une fois, là on parle pas de bataille personnelle, on parle de bataille organisationnelle, on parle de bataille de recrutement, on parle de bataille de problèmes techniques, on parle de bataille politique, on parle de toutes les choses qui arrivent sur notre table et qu'on va devoir gérer. I've got news, comme on dit, vous ne pourrez pas toutes les gérer. Si vous essayez, vous allez vous perdre. Vous n'allez pas être focalisé et vous allez mal faire votre travail. Donc, développer une stratégie claire. Donc oui, ça veut dire prendre des risques sur ce que vous allez décider de faire et ce que vous allez décider d'ignorer ou de minimiser, ou de déléguer d'ailleurs, si vous avez une équipe à disposition. Quelles sont les batailles que je vais mener? Par exemple, moi, avec l'équipe, on est en train de décider que on va vraisemblablement plus être hyperactif sur les réseaux sociaux. On va certainement enlever tous les mécanismes de newsletter du site internet parce qu'en fait, on est à la conclusion que c'est pas essentiel pour nous et que c'est pas une bataille qu'on a envie de mener. En plus, le marché sur lequel on travaille au niveau des médias sociaux, franchement, il y a beaucoup de blabla, mais très peu de gens qui connaissent vraiment bien leur domaine. Nous, on est en B2B, business to business, on traite avec des business, alors que beaucoup de gens qui font des médias sociaux ne connaissent que le B2C. Et donc, vous voyez comme je pourrais être amené à vouloir développer quelque chose, à vouloir peut-être faire un grand projet, mais ce n'est pas essentiel pour la survie de l'entreprise. Donc, notre stratégie, qui est en train d'être définie, c'est de ne pas mener cette bataille et de nous concentrer sur notre corps de métier. Alors moi, j'ai passé beaucoup de temps, J'ai passé du temps ces 7 dernières années à essayer d'être plus intelligent là-dessus, à essayer d'interroger des gens, à même dépenser un peu d'argent pour... Conclusion, autant investir dans la relation avec les gens, avec nos clients, avec les RH, avec les patrons, les patronnes. Donc, développer une stratégie claire. Et vous voyez comme c'est nettement plus facile quand la vision personnelle est claire. 3e axe, nourrir un réseau de relations, essentiel. Ça s'est un peu fait tout seul pendant la pandémie de Covid. Je sais pas vous, mais en tout cas moi je me suis retrouvé à parler avec un tas de gens,
à établir des relations un peu tous azimuts, alors qu'ils sont en train maintenant de mourir, puisque je dirais la vie normale entre guillemets reprend ses droits, mais je garde certaines de ces relations comme des relations précieuses. Et donc, nourrir un réseau de relations est extrêmement important. Alors, les auteurs vont dans l'article beaucoup plus loin, puisqu'ils parlent aussi de relations personnelles, etc. Alors, on va pas en parler ici, mais oui, ça compte aussi. Mais peu importe où vous travaillez, vous devez développer un réseau de relations étroit et le nourrir. Parce que quand vous aurez besoin d'un coup de main, quand vous aurez besoin d'appui, si vous êtes seul, ça sera pas possible. Parce que, étant donné la folie ambiante du niveau de charge que tout le monde a, donner des coups de main, on va le faire que pour les gens qui comptent vraiment pour nous. Et donc, il faut absolument nourrir un réseau de relations professionnelles. 4e axe, clarifier les processus de gestion. Donc, votre vision personnelle est claire, votre stratégie est claire, vous savez quelle bataille vous allez mener, vous avez votre réseau de relations, vous le nourrissez, vous l'arrosez comme une plante. Maintenant, il s'agit d'aller un petit peu dans le détail de comment tout ça va fonctionner. Et donc, dans les processus de gestion, il y en a un en particulier qui est extrêmement important, c'est les processus de décision. Comment est-ce que vous allez prendre vos décisions ? Et alors, ça a toute une série de ramifications sur la motivation des troupes, sur votre motivation à vous, sur la perception qu'ont les gens de vous en tant que leader. Mais clarifier les processus de décision, c'est important. Peut-être même donner une espèce de carte en fonction du type de décision, comment les décisions vont être prises. Comme ça, les gens peuvent savoir à l'avance, finalement, c'est une décision de pricing, donc le processus, c'est celui-là. Ça clarifiera les choses pour tout le monde va être beaucoup plus clair. Et vous, du coup, aussi. Et donc, vous allez perdre moins de temps. Et donc, en prenant ces décisions, puisqu'elles seront plus faciles à prendre, puisque ce sera défini, alors vous allez vous éliminer une bonne partie de cette fameuse charge de travail fantôme. 2 autres processus de gestion qui sont importants. Le premier, tout ce qui est conflit, prévention, anticipation et gestion des conflits. Vous connaissez la toxicité des conflits qui durent. Donc, très important, anticiper, prévoir et gérer les conflits. C'est un processus de gestion comme les autres. Si vous avez des RH, vous pouvez outsourcer une partie au RH. Si vous n'avez pas de RH, vous devez le faire vous-même. 3e processus de gestion, l'innovation et l'apprentissage. C'est super important. Ça ne veut pas dire qu'il faut envoyer des gens en formation chez Coapta. Ce que ça veut dire, c'est que vous devez avoir en interne des petits processus d'apprentissage par équipe. Par exemple, fin de projet. Par exemple, fin de période difficile. Comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on apprend ? On peut organiser des sessions de feedback, des sessions de débriefing. Il y a toute une série d'outils qui sont possibles. Mais ça, c'est important à mettre en place comme processus de gestion. Ça, c'était le 4e axe. Clarifier le processus de gestion. 5e axe, clarifier les attentes. Une fois que vous avez votre stratégie, vous avez vos processus de gestion, clarifiez les attentes sur ce que vous attendez des personnes qui travaillent avec vous par rapport à ces processus et ces stratégies. Donc vous allez définir des objectifs avec eux, et par rapport à ces objectifs, des attentes. La clarification des attentes, c'est une des raisons pour lesquelles votre communication sera efficace. Parce que quand les gens connaîtront vos attentes, ils sauront beaucoup mieux pourquoi vous dites les choses, dans quel but, quelle est votre intention, avec quelle motivation vous faites les choses. Donc c'est très important de le faire le plus vite possible, ou le plus tôt possible, ou en tout cas le plus régulièrement possible. L'avant-dernier axe, mettre en place son système de gestion personnelle. Évidemment, maintenant que tout le reste est en place, je vais mettre en place mon système de priorisation, de planification, de traitement. Vous devez avoir une espèce d'habitude. Les gens doivent, en particulier votre cours, mais les gens qui bossent souvent avec vous, doivent avoir l'habitude de votre manière de gérer les choses, de votre manière de gérer les interruptions, d'admettre certaines interruptions, d'en refuser d'autres. Donc, vous devez avoir en place un système. Et comme vous avez en place le processus de gestion de l'apprentissage, eh bien vous aurez mis en place une boucle d'apprentissage pour votre système de gestion qui vous permettra de le tenir à jour. Enfin, dernier axe, travailler sa discipline. La discipline, c'est la clé que vous mettez au milieu de l'édifice et qui tient tout le reste. Et quand vous enlevez la clé, tout le reste s'écroule. La discipline, c'est absolument essentiel. Ça dépend de vous. C'est vous le leader. Alors oui, je sais, organisation plate, machin, holocratie, tout ça, très bien. Mais il y a encore beaucoup d'entreprises ou d'institutions dans lesquelles c'est pas le cas. Si vous êtes discipliné, si chaque fois que quelqu'un vient avec une question, vous avez le même processus de réponse, si chaque fois qu'il y a un conflit, vous avez le même mode de traitement,
Si chaque fois que quelqu'un vient vous interrompre, vous avez le même mode de gestion, alors ça va commencer à se répandre dans l'entreprise, à diffuser dans l'entreprise. Et vous allez être beaucoup plus confiant et confiante par rapport à ce que vous avez mis en place. Et votre discipline, c'est ça qui va faire que votre système tiendra contre vents et marées. Et pas à première grosse bouffée d'activité, eh bien vous allez tout laisser tomber et voilà, et ça va commencer à courir comme des poulets sans tête. Votre discipline, c'est vraiment la clé qui tient tout l'édifice. Donc 7 axes pour gérer son temps en tant que leader: développer une vision personnelle claire, 1. Développer une stratégie claire, 2. Nourrir un réseau de relations, 3. Clarifier les processus de gestion, 4. Clarifier les attentes, 5. Mettre en place son système personnel de gestion, 6. Travailler sa discipline, 7. Comment faire pour que ça perdure? Eh bien là, vous allez écouter l'épisode 139, changer son comportement durablement. Soyez ambitieux dans votre vision personnelle et humble dans les changements qui vous y mènent. Petit pas par petit pas. Je vous ai donné 7 axes, travaillez pas les 7 en même temps. Prenez le premier, vision personnelle claire. Une fois que vous avez fait ça, prenez le deuxième. Vous mettrez peut-être une année. Ouais, et au moins vous allez le faire. À essayer de faire les 7 maintenant, vous allez vous planter, vous n'avez pas le temps. Vous avez déjà à peine le temps d'écouter cet épisode. Donc si en plus vous voulez vous mettre 7 axes de développement, vous n'allez pas y arriver. Voilà. C'est la recommandation du mois. J'ai un bouquin pour vous. Alors je crois qu'il n'a pas été traduit en français. C'est un bouquin en anglais par un auteur qui s'appelle Fred Kaufman, qui s'appelle Conscious Business. Alors c'est un peu gonflé de ma part parce que je suis qu'à la moitié, mais franchement, c'est un très 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 bon bouquin. Alors oui, attention, c'est un bouquin écrit à l'américaine, donc il y a beaucoup d'exemples et tout. Ben, ça, vous pouvez sauter si vous n'avez pas envie, mais au niveau de la quantité d'informations et de choses à prendre, il est vraiment très 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 épais de ce point de vue-là. Conscious Business par Fred Kaufman. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est peut-être vous en faire un résumé dans quelques prochains épisodes, pour ceux d'entre vous qui ne parlaient pas anglais ou qui n'avaient pas le temps de lire, qui n'avaient pas le temps. C'est pas une priorité pour vous de lire ce livre, donc je vous en ferai un résumé parce qu'il y a vraiment des idées qui sont essentielles. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.